Bonjour à toutes et à tous, bonjour aux auditeurs et auditrices de Radio ACB, bienvenue pour un nouveau cours à la radio. On fait de la géographie en ce moment et on est sur un chapitre intitulé « L'Union européenne et la France dans le monde ». Nous avions vu la dernière fois l'Union européenne, un territoire de coopération. On était revenu sur l'organisation générale de cette organisation internationale. Et puis, on avait vu les contrastes de l'Union européenne, en voyant notamment qu'il y avait des différences, des inégalités de richesse, et que ces inégalités étaient gommées grâce à des dispositifs d'entraide qui pouvaient s'exercer au niveau régional. Je vous avais proposé de démarrer une carte de l'Union européenne avec les 10-15 principaux pays, ainsi qu'une carte de l'organisation territoriale de cette Union européenne, avec notamment la mégalopole européenne qui joue le rôle de centre par rapport à des périphéries plus ou moins proches et plus ou moins développées. Il y aura une troisième et dernière carte à compléter que je vous proposerai également, qui est cette fois-ci une carte des grandes capitales européennes, intitulée les métropoles européennes, notamment les métropoles qui accueillent des institutions de l'Union européenne. Vous avez une source sur le livre qui n'est pas parfaite, qui est la source des densités de population par métropole. On va réaliser cette carte à partir de cette source. Sur cette carte, qui est le document 1, page 314, vous avez effectivement des densités de population qui apparaissent avec les principales agglomérations ou métropoles, mais on vous demande d'en placer 10, vous n'en avez que 9 sur la carte, donc la 10e, je vous l'ai mise. Vous la replacerez vous-même. Il s'agit de la ville de Vienne, en Autriche. Vous avez votre livre sous les yeux, ainsi que votre fiche de travail. Troisièmement, réalité et limites de la puissance de l'UE. Donc on va voir en quoi l'UE est un pôle mondial, comment l'UE prend une place dans le monde, et puis on abordera malgré tout aussi les limites de la puissance de l'Union européenne. Grand A, l'UE, pôle mondial, et on va démarrer avec le document 4, page 335. Document 4, page 335, c'est un planisphère avec une projection polaire, c'est-à-dire c'est une vue du pôle Nord. Le titre est l'Union européenne dans le commerce mondial. Donc on démarre sur l'aspect économique. Alors les choses sont schématisées, mais vous avez la part du commerce de marchandises à l'aide de disques, et vous voyez que le disque qui est placé sur l'Union européenne est le disque le plus gros. Effectivement, aujourd'hui, l'Union européenne est le premier pôle commercial mondial, avec 20% des exportations et des importations mondiales. Vous voyez que sur ce document, la comparaison est pertinente, dans le sens où on compare à l'Asie et on compare à l'Amérique du Nord. Ce n'est pas une évaluation par pays. Parce que souvent, on compare l'Union européenne par rapport à la Chine. Et c'est trompeur parce qu'on compare une association d'États à un État. Donc l'Union européenne, premier pôle commercial mondial, là où il faut nuancer le propos, c'est que plus de la moitié des échanges commerciaux, 67%, vous le voyez dans le disque, sont réalisés à l'intérieur du pôle. Il y a du commerce qui se fait, mais il y a du commerce qui se fait à l'intérieur de l'Union européenne. Le cours nous indique que c'est un espace riche et développé. En effet, l'Union européenne correspond à 7% de la population mondiale pour 23% de la richesse mondiale produite. Ce planisphère nous rappelle un planisphère que vous aviez vu l'année dernière qui montrait les 3 principaux pôles d'activité et de population mondiale. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais on les retrouve ici à travers ces 3 disques sur le planisphère et on avait appelé ça la triade. La triade, donc où ces 3 pôles à la fois européens, Asie de l'Est
et Amérique du Nord étaient reliés pour des échanges commerciaux. Vous voyez sur le planisphère qu'il n'y a pas de liaison entre l'Amérique du Nord et l'Asie sur le document, puisque ce qui nous intéresse ici, c'est la part de l'Union européenne dans le commerce mondial. Je vous ai dit qu'une part importante de ce commerce se réalise à l'intérieur de l'Union européenne. Vous voyez sur le planisphère que les flèches bleues indiquent les exportations de l'UE, les flèches jaunes indiquent les importations de l'UE, et que, à ce niveau-là, sur le marché intérieur, c'est relativement bien équilibré. 27% d'un côté, 26,9% de l'autre. En ce qui concerne le commerce extérieur, c'est-à-dire les exportations, eh bien ce document nous montre une balance positive puisqu'il y a davantage d'exportations que d'importations. Vous pouvez noter sur votre cours, l'UE, elle est un des 3 pôles de la triade. Elle est un des 3 pôles de la triade, avec l'Asie de l'Est et l'Amérique du Nord. On continue maintenant page 330 avec le document 2, page 330. Un document associant un histogramme avec un graphique en barre et un diagramme circulaire dans la partie inférieure du document. Le titre du document 2, page 330, La France et l'Europe dans le tourisme mondial en 2014. Ce qui va surtout nous intéresser ici, c'est la place de l'Union européenne. Vous remarquez tout de suite sur le diagramme circulaire du bas, l'Europe représente 55% du tourisme international par continent. Ce n'est pas tout à fait l'Union européenne, mais c'est quand même assez représentatif de la part de l'Union européenne. L'histogramme qui est au-dessus nous montre le nombre de touristes par pays. La France est le premier pays touristique mondial avec plus de 84 millions de touristes par an. Et vous voyez que dans ce palmarès, le deuxième pays étant les États-Unis, le quatrième étant la Chine, ce sont des chiffres de 2015, et bien dans ce palmarès, il y a 5 pays européens parmi les 8 premiers pays touristiques mondiaux. On reste dans le domaine économique avec le document 2, page 334 maintenant. Document 2, page 334, une photographie avec le titre « Airbus, le succès d'un groupe européen », avec le commentaire suivant « Inauguration du site de production d'Airbus à Mobile aux États-Unis, c'est dans l'État d'Alabama, en 2015. Airbus fabrique plus de la moitié des avions de ligne produits dans le monde. » Et on voit 2 personnes en train de dévoiler une affiche sur un élément d'avion d'Airbus « Made in USA Airbus ». En effet, à cette date-là, en septembre 2015, l'avionneur européen Airbus inaugure sa première usine d'assemblage aux États-Unis sur les terres de son principal concurrent Boeing. Cette unité de production peut produire 4 Airbus par mois. Une nouvelle usine a été construite également aux États-Unis en 2019. Notons que Airbus a également installé une usine qui fabrique des Airbus A320 à Tianjin, au nord-est de la Chine. Vous voyez donc que même s'il peut y avoir une concurrence commerciale entre 2 constructeurs d'avions, la logique de la création d'emplois et la logique aussi de la proximité du marché de consommation par rapport à l'unité de production peut motiver ce genre d'installation à l'étranger. On peut donc noter sur votre cours, document 2, page 334, dans l'industrie aéronautique, l'européen Airbus, que vous connaissez, Airbus, est un leader mondial. L'avionneur européen est d'ailleurs aujourd'hui à la première place au niveau mondial dans la production d'avions et a devancé l'américain Boeing. Document 1, page 334 maintenant, c'est un tableau, document 1, page 334, des entreprises européennes de taille mondiale. Vous avez une dizaine d'entreprises avec leur nom dans leur partie gauche. Ce sont souvent des entreprises transnationales ou multinationales comme Total, Volkswagen, BP qui veut dire British Petroleum, Royal Dutch Shell. Ce sont des entreprises liées aux hydrocarbures comme Shell, BP ou Total, ou alors un constructeur automobile comme Volkswagen. Et vous voyez que dans ces grandes entreprises mondiales et internationales, l'Union européenne est bien représentée.
Ce tableau est un classement des plus grandes entreprises mondiales en fonction de leur chiffre d'affaires en 2014. Les données sont un petit peu anciennes, mais ce document nous montre la bonne représentation des entreprises de l'Union européenne au niveau mondial. On peut donc noter sur votre cours, document 1, page 334, les firmes transnationales. Parfois, on les connaît sous le nom de multinationales. Retenons ici FTN, FTN pour firme transnationale, avec la définition page 334 qu'on va lire. Donc FTN, firme transnationale, entreprise qui contrôle des filiales implantées dans plusieurs États et qui produit et réalise une part importante de son chiffre d'affaires en dehors du pays d'origine. Transnationale veut dire à travers la nation, au-delà de la nation. Multinationales, comme Coca-Cola, par exemple, voilà un exemple de firme transnationale, ou McDonald's, on les trouve dans différents pays. On peut noter, les firmes transnationales FTN européennes sont bien représentées au niveau mondial. Pour terminer ce tour d'horizon de la place de l'Union européenne au niveau économique, on peut prendre le document 3, page 334. Et là, on a une autre définition importante à connaître. Le document s'intitule l'Union européenne et les IDE. Alors, on va lire la définition. IDE, je vous conseille de retenir investissement direct étranger. Et entre parenthèses, il nous précise investissement direct de ou à l'étranger. Définition, capitaux placés par des entreprises étrangères dans un pays tiers, c'est-à-dire un autre pays que le leur, ou par des entreprises nationales, c'est-à-dire de notre pays, à l'étranger. On va lire le document. L'UE reçoit 35% des IDE mondiaux, c'est-à-dire qu'elle reçoit 35% de capitaux, d'argent qui vient de l'étranger et qui est investi dans l'Union européenne. Je reprends le texte. La confiance accordée à l'Europe se confirme. 59% des investisseurs étrangers sont confiants dans les perspectives économiques de l'Europe dans les 3 prochaines années, contre 38% en 2012. Le document date de 2015, mais c'est toujours valable aujourd'hui. Interrogés sur les critères d'attractivité de l'Europe, les dirigeants d'entreprises internationales soulignent en premier lieu la stabilité de l'environnement des affaires, deuxièmement, la capacité de recherche et d'innovation, c'est-à-dire la capacité scientifique et technologique des pays de l'Union européenne. Également la taille du marché, c'est-à-dire qu'il y a un marché de consommation potentiel en Europe. Et enfin, la diversité et la qualité de la main-d'œuvre européenne, qui est variée et qui offre différents niveaux et formes de qualification. Tout à l'heure, lorsqu'on voyait l'exemple d'Airbus qui va construire une usine d'assemblage d'avions aux États-Unis, c'est une forme d'IDE qui vient de l'Europe vers les États-Unis. Mais là, on se rend compte que l'Union européenne attire les investisseurs étrangers. Donc on peut noter, l'UE est un espace attractif pour les investissements directs étrangers, entre parenthèses IDE, vocabulaire page 334. Une deuxième définition à connaître, firme transnationale et investissement direct étranger. On va continuer maintenant avec des notions plus générales pour aborder la place de l'Union européenne dans le monde. Je vous invite à prendre le document 1, page 332. Le document 1 est un diagramme circulaire intitulé « L'UE et l'aide publique au développement ». Alors, qu'est-ce que l'aide publique au développement ? L'aide publique au développement, c'est l'ensemble des dons et des prêts à conditions très favorables accordés par des organismes publics nationaux aux pays généralement de l'OCDE, l'OCDE étant l'Organisation de coopération et de développement économique, c'est-à-dire accordée aux pays en développement ou aux pays pauvres. On remarque que dans la répartition des donateurs de l'aide publique au développement en pourcentage, vous avez l'Union européenne, les États-Unis, le Japon et les autres pays. Eh bien, l'Union européenne représente 55% de l'aide publique au développement dans le monde. Notons au passage qu'un pays comme le Japon, avec 7%, est quand même très bien représenté aussi.
Cette aide publique au développement représentait en 2015 132 milliards de dollars, dont plus de la moitié sont versés par l'Union européenne. Vous avez noté dans le cours, l'Union européenne est le premier contributeur mondial pour l'aide au développement. Ça montre ici une Union européenne qui veut montrer sa place et son action pour l'aide aux pays pauvres, aux pays en développement. Et c'est tout à son honneur. Cette contribution nous rappelle l'esprit de solidarité, d'entraide qui existe à l'intérieur de l'Union européenne et on voit que cette action fonctionne également vers les pays étrangers. On va continuer avec le document 5, page 331. C'est un texte de 2015 intitulé « L'Europe, un espace attractif » d'après Adéa Guillot. C'est un article intitulé « Sur la route de l'Europe avec les migrants », un article tiré du journal Le Monde du 15 mai 2015. Vous devinez, là on va parler des migrations étrangères arrivant vers l'Union européenne. On va lire ce document. Dans l'une de ses chambres, Jumana, 36 ans, et son ami Ahmet, au sourire lumineux, semblent avoir réussi à protéger l'innocence de leurs 5 enfants par un humour et une douceur communicatifs. La petite Mawa, 10 ans, impertinente et frondeuse, traduit en anglais mes questions à ses parents et ne cesse de rire tout au long de notre entretien. Jumana raconte le voyage à pied de la frontière syrienne jusqu'à Istanbul, en Turquie, puis le bus jusqu'à Bodrum. Jeter sa famille dans les dangers de cette route incertaine vers l'Europe n'a pas été une décision facile pour Ahmet. Lorsque nous serons tous en sécurité en Allemagne, j'aurai accompli mon devoir, avoue-t-il. La liberté pour mes filles et des études, revenir en Syrie n'est pas une option. Cette guerre ne s'arrêtera jamais, dit-il. L'Allemagne, la Suède ou les Pays-Bas sont la destination finale pour la plupart des gens que nous rencontrons. Voilà, donc c'est le problème des migrations, ça vous rappelle le cours de 4e. On est en 2015. 2015 représente une année très tendue. Plus d'1 million de migrants et de réfugiés sont arrivés dans l'Union européenne pour cette seule année. C'était lié en partie au conflit syrien. La Syrie, on l'a vu, qui connaît une guerre civile importante. C'était également des Irakiens qui venaient. Ces migrants vont vers quel pays ? D'abord, c'est la Grèce, la Bulgarie, l'Italie, l'Espagne, Malte et Chypre sont les régions européennes les plus concernées par ces premières arrivées. On l'avait vu également dans le système des accords de Schengen. Il y a libre circulation en Europe, mais le contrôle de la circulation se fait sur les frontières extérieures de cet espace Schengen. L'Union européenne a mis en place le système Frontex qui doit gérer, contrôler ces flux de migrations extérieures. Il n'y a pas que des Syriens qui viennent en Europe suite à la guerre, il y a aussi des Africains qui, confrontés à des situations de développement très difficiles, en Afrique centrale par exemple, mais aussi confrontés au terrorisme, cherchent à aller dans l'Union européenne. Cette région Union européenne est attractive, car pour ces migrants, l'Union européenne peut être une garantie d'une vie meilleure. Alors d'une vie meilleure, on l'a vu dans le texte, en termes de sécurité par rapport à la guerre, mais aussi en termes de liberté par rapport aux régimes totalitaires dans lesquels les gens vivent dans leur pays d'origine, recherche de paix et de démocratie, et également la recherche d'une situation professionnelle meilleure. Les flux de migration ont quand même par la suite bien diminué puisque en 2018, on ne comptait plus que 43 000 migrants arrivant dans l'Union européenne. On peut donc noter sur votre fiche de travail, document 5, page 331, l'Union européenne dans le monde, c'est aussi un foyer d'immigration, l'immigration, I2MI, c'est-à-dire le déplacement de l'extérieur vers l'intérieur de l'Union européenne. C'est assez compliqué aujourd'hui pour l'Union européenne de gérer ces flux de migration. Ça fait d'ailleurs l'objet de bras de fer entre certains pays membres de l'Union européenne pour savoir qui prend en charge, certains pays étant plus ou moins prêts à accueillir des migrants. Et là, une politique de rééquilibrage au niveau européen ou de meilleure répartition entre les pays arrive plus ou moins à se faire malgré tout.
Il serait intéressant de jeter un petit coup d'œil au document 3, page 331. C'est un planisphère intitulé « Les langues européennes dans le monde ». Document 3, page 331. On s'aperçoit que 4 langues les plus parlées dans le monde sont d'origine européenne. On peut voir que l'espagnol est au 2e rang, l'anglais est au 3e rang, le portugais au 7e rang et le français au 12e rang mondial. On peut finir ce grand B sur l'UE dans le monde en notant que la démocratie, la défense des droits de l'homme, le système capitaliste, même si tout le monde n'est pas d'accord, sont des valeurs défendues par l'Union européenne qui lui donne aussi sa place dans le monde. Pour terminer cette 3e partie sur la place de l'Union européenne, on va donc, grand C, évoquer les limites de la puissance de l'Union européenne. Et là, on pense tout de suite à l'affaire de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Vous connaissez le terme Brexit. Brexit, c'est un mot valise anglais construit à partir du mot Britain et du mot exit qui veut dire sortie. On a donc créé ce mot Brexit. Le Brexit est donc effectif depuis le 31 janvier 2020, suite à un référendum qui a eu lieu en 2016, où 51,8%, c'est peu, des Britanniques ont voté pour la sortie, pour le Brexit. Donc c'est une affaire qui s'est décidée à une majorité très faible. Le Royaume-Uni était entré en 1973 dans le marché commun. C'est la première fois que ça arrive, qu'un pays européen sort de cette communauté européenne, puisque jusqu'à présent on était plutôt dans la situation inverse, où un certain nombre de pays sont demandeurs et sont en attente d'ailleurs de rentrer dans l'Union européenne. Je pense au passage à la Turquie, dont d'ailleurs la demande s'est estompée ces derniers temps, qui voyait sa demande refusée du fait que le régime n'est pas démocratique. On peut se demander pourquoi le Royaume-Uni sort de l'Union européenne. C'est vrai que le Royaume-Uni a toujours défendu une certaine indépendance de vue. C'est un peu l'esprit insulaire d'ailleurs de la Grande-Bretagne. Au cours de ces années, les négociations ont toujours été assez difficiles avec le Royaume-Uni qui cherchait à défendre ses intérêts et qui souvent renaclait à vouloir contribuer aux dépenses européennes. Pour des chercheurs, cette sortie du Royaume-Uni s'explique en partie par la crise financière qui date de 2008 maintenant, qui n'est plus nouvelle, mais qui a créé une forme de rejet de la mondialisation, qui a d'ailleurs aussi augmenté les écarts de revenus au Royaume-Uni et qui a vu la montée de ce qu'on appelle le populisme, c'est-à-dire ce mouvement politique qui en appelle à la primauté du peuple et qui, utilisé par les hommes politiques, cherche à promouvoir, à défendre la parole du peuple par rapport aux institutions et par rapport aux institutions européennes. Bon, c'est une forme de démagogie, une forme de séduction utilisée aujourd'hui par certains hommes politiques. Cette volonté de rejet des institutions européennes peut être aussi le résultat de l'afflux des migrants et des réfugiés au Royaume-Uni qui a provoqué une réaction de rejet de la part des Britanniques. Ce qui est étonnant, c'est que ceux qui ont voté pour le Brexit, c'est-à-dire pour la sortie du Royaume-Uni, eh bien, ce sont, du point de vue social, les perdants de la mondialisation. Au Royaume-Uni, ça touche des régions désindustrialisées, touchées par le chômage et la pauvreté. Les grandes villes, par exemple Londres, a voté pour le maintien dans l'Union européenne. La City, la place boursière londonienne, les gens de la City ont voté pour le maintien dans l'Union européenne. Les grandes zones d'immigration au Royaume-Uni, ceux qui accueillaient des réfugiés, ont également voté pour rester dans l'Union européenne. On peut donc considérer que ce rejet est le résultat d'une crainte, d'une inquiétude des milieux défavorisés au Royaume-Uni par rapport à des décisions qui se prendraient au niveau européen et qui échapperaient à la souveraineté et au pouvoir national britannique. On peut donc noter sur votre fiche, il y a déjà des choses de noter. L'Union européenne doit cependant faire face à un euroscepticisme. Donc être sceptique, c'est être craintif, avoir un doute. Donc on parle d'euroscepticisme qui remet en cause l'intérêt de l'Union européenne. C'est le cas du Royaume-Uni, qui se retire de l'UE avec le Brexit
British ou Britain Exit, acté en 2017 et effectif le 31 janvier 2020. Donc ça va faire de la place pour les eurodéputés au Parlement européen. Cette situation fragilise évidemment l'Union européenne, dont la légitimité, la force, la puissance paraissent moins fortes au niveau mondial. Ce qui a montré également les limites de l'Union européenne, c'est une influence politique et militaire limitée face aux conflits majeurs. Les États de l'UE n'arrivent pas à s'unir. On l'avait vu pour, par exemple, la Deuxième Guerre du Golfe, certains pays européens ont suivi George W. Bush, alors que l'Union européenne n'a pas suivi la France dans le rejet de ce conflit. Pourtant, on le reverra en éducation civique, il y a malgré tout une force européenne qui a été mise sur pied et qui peut intervenir, on le voit page 328 de votre livre, sur des opérations contre le piratage, ça c'était dans le début des années 2000, le long des côtes somaliennes, et c'est une force européenne qui intervenait à ce moment-là avec l'opération Atalante. Ce qui amoindrit également la puissance de l'Union européenne, c'est que la crise économique de 2008 a fragilisé l'Union européenne et des États du sud de l'Europe, c'est votre cours, comme la Grèce, l'Italie, le Portugal ou l'Espagne, doivent affronter une grave situation d'endettement, provoquant chômage et marasme économique. En effet, les dépenses publiques étant trop fortes dans ces pays-là, les dettes se sont accumulées et l'Union européenne a aidé ces pays-là, c'est vrai, mais a aussi demandé à mettre en place des programmes d'économie qui ont contraint les populations de ces pays-là. La crise du coronavirus a provoqué en Europe évidemment une récession économique, c'est-à-dire un ralentissement, une diminution de l'activité économique. Voilà, c'est la fin de cette troisième partie du cours de géographie. Je vous propose une troisième carte à compléter. Faites au mieux, utilisez votre livre. Je vous donne rendez-vous pour un prochain cours où on abordera cette fois-ci la place de la France dans le monde. Bonne continuation à vous tous.